Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Éric Menin, je suis auteur d'un roman qui s'appelle L'hymne de vérité, qui est sorti récemment aux éditions La Petite Barque. Aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder 3 notions essentielles qu'il faut bien connaître avant de commencer à écrire son propre roman. En effet, avant toute chose, il est indispensable de définir dans quel genre littéraire vous voulez écrire votre livre, dans quel style, et à minima, ébaucher une intrigue. Cette intrigue définira aussi la structure de votre livre. Commençons tout d'abord par les genres littéraires. Un genre littéraire regroupe les textes dont les similarités d'écriture et les caractéristiques sont identiques. Nous avons 5 genres littéraires principaux. Le premier, le genre narratif, dont fait partie le roman, et que nous développerons dans quelques secondes. Ensuite, le genre poétique, dont les textes peuvent être rédigés en vers ou en prose. Citons le poème et la chanson, qui sont les plus en vogue actuellement, mais aussi l'élégie ou la ballade. Ensuite, le genre théâtral, qui selon le type d'intrigue, peut se subdiviser en tragédie, en comédie ou en drame. Le genre épistolaire, quant à lui, regroupe une suite de lettres échangées par les protagonistes du livre sur un temps plus ou moins long. Il peut s'agir de lettres véritablement écrites et envoyées à des personnes connues, nous parlerons alors de correspondance, ou bien de lettres qui participent pleinement à une intrigue. L'exemple le plus connu, le livre de Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses. Enfin, nous trouvons le genre argumentatif, dont le but est de convaincre le lecteur du bien fondé de la pensée de l'auteur. Font partie de ce genre l'essai, le pamphlet ou encore le discours politique. Mais revenons quelques secondes sur le livre Les liaisons dangereuses. L'auteur Choderlos de Laclos a en effet écrit un roman épistolaire, ce qui démontre qu'un livre peut appartenir à plusieurs genres en même temps. Dans le cas de mon premier roman, L'hymne de vérité, j'ai également fait appel à 2 genres. Le principal, le genre narratif. Il s'agit en effet d'un roman appartenant au sous-genre de la dystopie. Vous pouvez constater, par exemple, sur l'ensemble de ces 2 pages, 36 et 37, que le genre est tout à fait classique pour un roman. Parallèlement au genre narratif, j'ai également incorporé dans mon livre plusieurs lettres que le héros Daniel de Tastel écrit à sa bien-aimée Sophie. Par exemple, ici, page 110-111. Donc une partie du roman appartient au genre épistolaire. De même, nous pourrions imaginer un roman dont certaines pages sont remplies de vers, donc de poèmes, ou dans lequel un des personnages écrit une chanson, etc. La liberté est totale, et les 5 genres peuvent être mélangés en théorie au sein d'un même ouvrage, même si cela reste rare et est à éviter pour ne pas déstabiliser l'éditeur et les futurs lecteurs. En effet, imaginez un roman qui comprend à une certaine page une pièce de théâtre, à une autre page une chanson, ensuite un poème, ensuite un roman en prose, ensuite voilà, on peut tout imaginer. Là, ce serait totalement illusoire de vouloir éditer un tel roman. Donc je vous conseille, par définition, d'éviter de mélanger plus de 2 genres différents dans votre roman. Mais parlons maintenant du genre narratif qui est le plus répandu. Le texte est basé dans ce cas sur un schéma narratif et le propos est raconté par un narrateur, dont le point de vue peut être différent selon le type de narrateur. Nous avons le narrateur interne, il s'agit d'un des personnages de l'histoire et il est donc partie prenante de l'histoire qu'il raconte. Ensuite, nous pourrons trouver un narrateur externe, qui est l'opposé du narrateur interne bien entendu. Le narrateur externe décrit les scènes qu'il voit, il est totalement étranger à l'action et ne peut a priori pas être dans la tête des personnages. Enfin, nous trouvons le narrateur omniscient, qui est le plus courant. C'est l'addition des 2 narrateurs précédents. Le narrateur omniscient, c'est tout de l'histoire qu'il raconte et des personnages qu'il décrit, mais ne fait pas partie de l'histoire. Petite anecdote, dans l'hymne de vérité, j'ai créé une 4e catégorie de narrateurs. Le narrateur est certes omniscient, mais il est aussi lui-même personnage de l'histoire. Ainsi, dès l'incipit du roman, un des personnages, Gustin Amerle, se met à son bureau pour écrire une histoire, guidé par un des autres personnages du roman, dont il reçoit le récit, comme par télépathie. Ce dernier est ainsi à la fois narrateur
et acteur de ce qu'il vit ou a vécu en tant que personnage. Comme vous pouvez le constater, ce paragraphe, très court, donne le pourquoi du récit. Le lecteur s'attend à ce que Gustin soit le héros du roman. En effet, souvent, un livre doit commencer par l'action du héros, du futur héros, dira-t-on, mais il n'en est rien, vu qu'il réapparaîtra que dans l'épilogue, page 301. Ce personnage étrange qui n'est décrit à aucun moment, on ne connaît pas son âge, on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne connaît pas la couleur de ses yeux, comment il s'habille, etc., ajoute une couche de mystère au récit. Le lecteur aura ainsi l'impression d'avoir face à lui un narrateur omniscient, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je vous laisserai découvrir en lisant le roman qui est ce fameux personnage qui sert de narrateur. Mais revenons au genre narratif lui-même, plus exactement, regardons quels en sont les principaux sous-genres. Premièrement, nous avons la nouvelle, qui par définition est un récit court, avec peu de personnages, en tout cas moins que dans un roman classique, et dont l'action est unique et intense. Bref, il n'y a qu'une intrigue principale, et pas d'intrigue secondaire la plupart du temps. Nous reviendrons plus tard sur ce point en fin de vidéo. Deuxièmement, nous avons la biographie, qui est le récit de l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre que l'auteur. Donc, à ce moment-là, nous aurons un narrateur externe, ou au contraire, l'autobiographie, dans laquelle l'auteur raconte sa propre vie. Le narrateur sera bien entendu dans ce cas interne. Et bien sûr, enfin, le roman, qui est une histoire fictionnelle en prose, et qui recèle lui-même de nombreux sous-genres. Le roman historique, le roman policier, le polar ou le thriller, le roman d'anticipation, comme la dystopie, ou de science-fiction, le roman fantastique, le roman sentimental, aussi appelé romance, etc. Là encore, un roman peut contenir plusieurs des sous-genres évoqués précédemment. Je prendrai de nouveau l'exemple de l'hymne de vérité, qui est en réalité une autofiction, c'est-à-dire qu'il raconte en partie ma propre histoire, mais sous forme romancée, donc une sorte d'autobiographie romancée, si vous préférez. Certains personnages ont réellement existé, ont pu dire à un moment de leur vie certaines paroles couchées sur le papier, ont pris certaines actions, similaires à celles se déroulant dans le roman, mais d'autres paroles, d'autres actions de leur part sont issues uniquement de la fiction. Finalement, si on veut résumer, j'ai mixé plusieurs genres dans mon roman, qui appartient au genre narratif avec une once de genre épistolaire. Au sein de ce genre narratif, il se rattache au sous-genre roman, tout en prenant sa source dans l'autobiographie, plus exactement dans l'autofiction. Enfin, dans le sous-genre roman, il correspond au roman d'anticipation, plus exactement à la dystopie. Mais l'intrigue principale tourne autour d'une histoire d'amour. Tout cela pour vous montrer la complexité du processus ou les difficultés qu'un auteur peut rencontrer pour se rattacher à un genre particulier d'écriture, dont découlera le style et l'intrigue que vous choisirez pour écrire votre futur livre. Pour tout vous dire, c'est au moment d'avoir écrit le dernier mot de l'hymne de vérité que, le montrant à mon futur éditeur, ce dernier m'a dit « Mais tu as écrit une dystopie ?» Je n'en avais aucune idée, je ne m'étais même pas posé la question, et lorsque j'envoyais le manuscrit aux éditeurs, je ne leur indiquais même pas à quel genre le livre appartenait. Mon livre relevait-il de la pensée philosophique, d'un roman d'amour, d'aventure avec un peu de fantastique ? J'étais finalement moi-même totalement perdu, d'où d'ailleurs de nombreux refus, car il ne faut pas oublier que chaque éditeur a sa propre ligne éditoriale, qui est, convenons-le, pas toujours très clairement indiquée sur son site internet. Cependant, ce manque de clarté quant au genre abordé peut vous faire soumettre de nombreuses candidatures pour rien. L'éditeur, réceptionnant votre manuscrit, regardera votre lettre d'introduction et ne comprendra pas si vous lui envoyez un roman philosophique, une romance ou un polar. J'exagère un peu, mais au vu du nombre de manuscrits que chaque éditeur reçoit chaque jour, évitons d'entrée de jeu que votre livre soit directement mis à la trappe. Après avoir vu les différents genres littéraires, passons maintenant au style littéraire. Donc en littérature, le style littéraire est défini comme l'aspect propre de l'expression chez un écrivain. Le genre littéraire, nous l'avons vu, permet de classer un texte en différentes catégories selon le contenu, tandis que le style littéraire permettra de reconnaître un auteur quant à sa capacité à manier les mots, ce que l'on appelle couramment la plume. Avoir choisir un style adéquat sera une carte, sinon la carte essentielle qui déterminera si oui ou non un éditeur choisira votre livre plutôt qu'un autre.
Alors, la grande question, pour quel style littéraire opter? Autrement dit, premièrement, quels mots vais-je choisir? Des mots raffinés? Des mots argotiques? Mes personnages vont-ils jurer à chaque page de mon texte? Ou bien s'exprimeront-ils comme s'ils se trouvaient dans un salon littéraire du XVIIIe siècle? Deuxièmement, comment vais-je construire les phrases de mon texte? Vais-je choisir des phrases longues et alambiquées, au point que mes lecteurs auront du mal à me suivre par moments, ou bien des phrases courtes et percutantes qui marqueront le rythme du texte? Troisièmement, quelle structure vais-je choisir? Plusieurs chapitres bien définis qui donnent un sens à mon texte et à l'intrigue, ou bien un gros pavé avec de longs paragraphes, avec des changements de pages, ne reflétant pas l'action et indépendamment des personnages? Quatrièmement, quel tempo vais-je accoler au récit? Un rythme soutenu, haletant, suivant les rebondissements de l'intrigue, ne permettant pas au lecteur de se détacher du livre, ou bien un rythme lancinant, avec des descriptions interminables qui ne font pas avancer l'action, et qui poussent finalement le lecteur à se demander dans quelle direction va le mener ce récit, voire même à abandonner carrément la lecture. Tout cela dépend en fait de plusieurs autres questions cruciales. La première, pourquoi écrivez-vous un livre? En fonction de la réponse à cette question, le style ne sera pas le même. C'est évident qu'un ouvrage pour expliquer les bienfaits du yoga ne s'écrira pas dans le même style qu'un roman d'amour. Deuxièmement, quel type de public voulez-vous toucher? Cela paraît évident, mais un livre pour enfants de 8 ans n'aura pas le même style qu'une chronique racontant la vie dans la banlieue parisienne. De même qu'un roman historique se déroulant dans la Rome antique. Troisièmement, quel type de livre aimez-vous lire? Bien évidemment, nous avons tous notre écrivain favori, nos livres favoris écrits par d'autres auteurs, et nos diverses lectures depuis le plus jeune âge ont grandement influencé notre style d'écriture d'aujourd'hui. Et tout cela souvent de manière inconsciente. Pour vous donner une idée, par exemple, dans mon cas, j'ai toujours énormément aimé la littérature romantique du XIXe siècle, aussi partiellement la littérature du XVIIIe siècle. Peut-être est-ce pour ça que j'aime bien un style plutôt avec des phrases longues, lancinant, etc. Ce qui, à un moment donné de ma carrière d'auteur, a pu me jouer de vilains tours. Comment écrivez-vous au quotidien? C'est la quatrième question que vous devez vous poser. Si lorsque vous rédigez un email ou un message sur les réseaux sociaux, vous faites de longues phrases argumentatives, vous vous relisez 10 fois avant de l'envoyer, vous corrigez 5 fois les tournures de phrases, il y a des chances que vous préfériez écrire des phrases plus longues, que vous aimiez décrire des paysages ou l'aspect physique de vos personnages. A contrario, si tout ce que vous rédigez dans la vie de tous les jours est fait d'abréviations et de smileys, vous serez plus porté vers un style sec, rapide, allant droit au but. Après avoir répondu à toutes ces questions, vous aurez déjà une idée du style d'écriture qui vous convient le mieux et est le plus approprié pour rendre votre livre intéressant et surtout publiable. Dans l'hymne de vérité, j'ai choisi un style soutenu avec une alternance de moments longs, contemplatifs, de réflexion. Par exemple, les lettres philosophiques ou d'amour qu'écrit Daniel de Tastel, le héros principal, ou lorsque le narrateur se trouve dans les pensées des deux héros. Il y a également d'autres moments plus rythmés qui mettent en lumière l'action afin de tenir en haleine le lecteur. Par exemple, lorsque l'action se passe dans le monde de la rivalité, ce monde à mi-chemin entre le rêve et la réalité, qui fait de mon livre une dystopie. Pour tout vous avouer, je suis un auteur qui aime bien les phrases longues avec un amoncellement de pronoms relatifs, de gérondifs, plein de virgules et de points-virgules. Mais lorsque j'ai retravaillé le manuscrit avec mon éditeur, nous avons fait en sorte de couper certaines phrases afin de rendre la structure et la lecture plus fluides. Parfois, il suffit juste de mettre un point à un endroit clé pour faire la différence. Pensez-y lorsque vous écrivez ou vous relisez. La structure de mon roman, quant à elle, est très originale. Tout cela pour vous montrer que finalement, il n'y a pas réellement de règles, mais tout doit se justifier. Quand vous choisissez une structure donnée, vous devez dire, par exemple, à votre éditeur ou votre futur éditeur, pourquoi vous avez choisi cette structure et en quoi, finalement, elle sert le récit, elle sert le livre, et pourquoi, finalement, parce que soyons logiques, un éditeur veut vendre le plus de livres possible. Donc pourquoi votre structure est originale et elle va permettre de vendre plus de livres que l'auteur d'à côté. Donc le roman est divisé en 6 principales parties, que j'ai appelées des tableaux,
de différentes longueurs, elles-mêmes subdivisées en chapitres, de 2 à 5 selon les tableaux, qui correspondent à des mouvements symphoniques. En effet, le lien entre le style littéraire et le style musical est omniprésent, de même que les inflexions textuelles se rapprochent des modes mineurs et majeurs d'une mélodie musicale. Je suis même allé plus loin en écrivant certaines parties dans un style qui laisserait à penser que le héros se rapproche de son but, que tout va bien se passer pour lui, mais lorsque l'on écoute la musique correspondante, on entend une marche funèbre qui suggère plutôt que le héros fait fausse route. C'est d'ailleurs la marche funèbre, cette marche funèbre que vous écoutez actuellement en fond. Ainsi, le style peut également favoriser des rebondissements futurs, mettre le lecteur sur une fausse piste, ce qui ne rendra à la fin l'issue du livre que plus surprenante et votre lecteur plus satisfait. Je vais maintenant ébaucher le concept d'intrigue. Il s'agit de la pierre angulaire qui va façonner votre prochain ouvrage et ce concept nécessitera donc une vidéo à lui tout seul. Il y a 2 écoles. La première école vous dira « Ne commencez pas à écrire une ligne tant que l'intrigue de votre livre n'est pas clairement définie ». C'est l'école qui est la plus répandue, car elle vous évite de partir dans tous les sens et finalement de commencer à écrire un livre, et puis à la fin du livre, finalement vous ne savez plus du tout quelle est votre intrigue, si vous êtes passé à côté, etc., etc. Une deuxième école stipulera plutôt « Écrivez votre ouvrage comme cela vous vient, et une fois le livre terminé, définissez votre intrigue et vérifiez si cela colle avec ce que vous avez écrit. Sinon, réécrivez les parties qui ne sont pas en adéquation, voire supprimez celles qui ne servent pas votre intrigue. » Pour tout vous dire, lorsque j'ai fini la première mouture de l'hymne de vérité, la structure d'un livre, l'intrigue principale, les intrigues secondaires, tous ces concepts n'avaient aucune résonance dans ma tête. Je n'en avais même jamais entendu parler. Je n'ai essuyé que des refus de la part des éditeurs auxquels j'avais soumis mon manuscrit, et lorsque je l'ai fait lire par un professionnel, son retour a été sans appel. Mon roman n'avait aucune structure de base sur laquelle s'appuyer, et aucune intrigue n'était clairement définie. J'ai donc dû définir tout cela. Des heures, des jours de travail, des suppressions de paragraphes entiers, une réécriture de quasi tout le roman, bref, un travail titanesque. Tout cela pour vous montrer que se rattacher à la première école est possible, mais dans ce cas, il faut quand même maîtriser le concept d'intrigue et tout ce qui s'y apparente. L'intrigue principale, les intrigues secondaires, mais aussi le concept d'incident déclencheur, d'obstacle, de climax et de résolution. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai en détail là-dessus. Comment construire une bonne intrigue principale, quelle est l'utilité d'avoir une ou des intrigues secondaires, mais aussi nous aborderons les notions d'incident déclencheur, d'obstacle, de climax, de résolution, qui tous alimentent chaque intrigue et rythment l'histoire, tenant en haleine le lecteur tout au long du roman. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des vidéos suivantes, d'appuyer sur le pouce bleu et de la diffuser autour de vous. Vous pouvez également vous rendre sur mon site internet d'auteur afin d'en savoir plus sur mon roman L'hymne de vérité. Tous les liens utiles pour me joindre sont en description de cette vidéo. N'oubliez pas également de laisser un commentaire ou de me poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit et j'y répondrai volontiers. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.